Oui, mais il y a des quoi, parce que nous avons relevé que le contre-interrogatoire de l'autre partie de la défense par extension de M. Pivi, parce que ceux qui sont intervenus ne sont pas les avocats de M. Pivi, mais ils interviennent, ils se servent de M. Pivi pour défendre, et ils le font très mal, leurs clients. Et vous avez compris, lorsque Maître Paul Yomba agissait, alors il lui avait dit qu'il n'était pas en train de bien se comporter et qu'en agissant de cette façon, il était en train de se faire lui-même du mal. Alors vous avez compris que cette défense, d'ailleurs, parmi laquelle vous n'avez personne qui défend M. Pivi, les deux avocats de M. Pivi, vous les avez suivis. Alors ceux-là profitent de cette situation pour pouvoir défendre leurs clients, comme je le disais tantôt. Alors, ils vont jusqu'à avoir la prétention de peindre la personnalité de M. Pivi, alors que nous connaissons tous, tout le peuple de Guinée connaît M. Pivi. Vous savez, il faut le rappeler, nous sommes en matière pénale. En matière pénale, l'enquête des personnalités fait partie des paramètres permettant au juge d'individualiser la peine. Donc, si on parle de sa personnalité, de son passé, comprenez ça comme ça. Cette enquête de personnalité, elle est obligatoire lorsque nous sommes en matière pénale. Sous d'autres cieux, en France par exemple, le procès criminel s'est fait en 2 temps. Vous avez le procès proprement dit, mais vous avez aussi un temps qui est consacré à la personnalité de la personne poursuivie. Donc ne croyez pas qu'en parlant de la personnalité de M. Pivi, que nous serons hors sujet. Ça fait bel et bien partie du procès pénal. Et bien sûr, il était important, parce qu'il faut éviter qu'on vienne redorer le blason de M. Pivi en le présentant comme un saint. Il ne l'est pas du tout. Il a beaucoup endeuillé ce peuple de Guinée par le passé. La déstabilisation du pouvoir des comtés, il en était le meneur. Et vous avez vu toutes les questions qu'on a eu à lui poser par rapport à ça. Il n'a pas accepté de répondre. Et vous avez vu qu'on a voulu lui présenter comme un héros lorsqu'il s'est livré à des actes de rébellion. Parce qu'il est allé attaquer les forces loyales qui étaient là pour empêcher que le groupe des Pivi pénètre dans la commune de Kaloum. C'était pour des raisons de sécurité. Lui, il est venu là-bas, comme il avait des fétiches, des gris-gris sur lui, qui lui permettaient d'être imperméable aux balles. Alors il est venu forcer la situation et il dit avoir ligoté. Ça, c'est un acte de rébellion. Alors on ne peut pas accepter que ce monsieur se présente comme s'il était un saint. La photo que nous avons sortie est une photo qui est authentique. Et cette photo permet de vous faire savoir que notre client a joué un rôle central, essentiel, fondamental dans la prise du pouvoir par le CNDD. Et c'était un homme qui a tout organisé et qui a permis à Dadis d'accéder au pouvoir. On ne peut pas venir nier ça avec des photos tirées sur Internet. Voilà, il fallait chercher à rétablir la vérité. Et puisqu'ils ont produit des photos, et puisque nous en avons, alors il faut le faire. Le président a rappelé ici qu'en matière pénale, la preuve est libre. Dès lors qu'ils font état de tel ou tel élément de preuve, rien ne nous empêche de faire autant. Oui, vous l'appelez le baobab, mais je vais lui poser cette question parce qu'aujourd'hui, c'est qui ça? C'est une question qui est destinée à vous, puisque vous défendez un même client. Aujourd'hui, est-ce que c'est un procès qui est accentué sur 3 personnes ou 3 personnalités, Claude Pivi, le président Dadis et Toumba Diakité? Bon, et attendez, il faudrait que vous... Non, c'est 11 qui sont là. Oui, s'il vous plaît, comprenez bien que dans ces procès, c'est presque tous contre un. Alors, oui, et avant que M. Diakité ne revienne au pays, vous avez compris, même les enquêtes ont été orientées. C'est M. Dadis qui a mis en place la commission d'enquête nationale. Cette commission n'a produit que les conclusions que M. Dadis a voulu produire. Vous avez vu, c'est encore M. Dadis qui a mis en place la commission d'enquête internationale. Cette commission d'enquête internationale, et dans ses conclusions, alors il était prévu
que les conclusions préliminaires soient soumises à l'approbation de M. Dadis. Est-ce qu'une telle commission, fut-elle internationale, peut-elle être crédible? Peut-elle être indépendante? C'est pour vous dire que tout était orienté pour faire asseoir toute la responsabilité de ces événements sur la tête d'une seule personne. Et c'est ce qui vient d'être déjoué. Et vous voyez que toute leur défense est mise en mal. Parce que la façon dont le président Dadis et ses proches dans ces procès pensaient que les choses allaient se dérouler, tout vient de s'écrouler. Toumba est devenu le Mathias de ce procès. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans les années 90 lors du procès des gangs. Mathias qui disait tout et n'importe quoi. Il racontait des contre-vérités. Il était là en train d'accuser. Il accusait tout le monde. Donc vous constaterez que tout ce que Toumba a dit, c'est bien beau, mais ce n'est que du mensonge pur et simple. Raison pour laquelle il est important, voire primordial, que nous fassions lumière sur ces faits, que l'opinion soit informée et que le tribunal, qui a déjà sa religion un peu touchée par les propos d'un gars comme Toumba, donc je pense que nous devons éclairer la lanterne du tribunal. C'est ce que nous faisons. Nous sommes en train d'édifier le tribunal sur les faits, dans leur exactitude. Nous ne sommes pas en train, voilà, nous ne sommes pas en train d'essayer de l'enfoncer ou de faire quoi que ce soit, mais nous apportons un contre-interrogatoire. C'est pourquoi des photos ont été présentées au tribunal et les photos vont servir à étayer le fait que Toumba n'était même pas là au moment de la prise de pouvoir et qu'il a été associé par la suite. Il n'était pas dans le feu de l'action. Il est venu plus tard. Donc tout ce qu'il a dit, c'est de l'enfumage. C'est une manière de tromper l'opinion, de se faire une certaine notoriété auprès des Guinéens. Parce que vous verrez, la contradiction, elle est là. Vous dites être un très grand maîtrisard du Coran, vous êtes un bon musulman, mais vous dites également qu'il y avait un féticheur qui vous a fait jurer entre vous. Vous ne trouvez pas cela contradictoire? Est-ce qu'il avait besoin de venir lire le Coran dans cette salle, de venir dire aux Guinéens qu'il y a des anges dans la salle et qu'il les voyait? Mais comme on le dit souvent, plus il est gros le mensonge, plus on y croit. D'ailleurs, Toumba dont il est question, ce Toumba a déclaré ici qu'il n'a pas vu notre client au stade, qu'il l'aurait croisé au niveau de Amdalaï, à la hauteur d'Amdalaï. Ce qui est faux, parce que notre client n'a jamais été à Amdalaï ce jour. Il est rentré de mission sur Manéa, directement au camp, parce qu'il a appris du côté de Bambeto qu'il y avait eu ces massacres au stade, que les militaires auraient ouvert le feu sur des manifestants. Raison pour laquelle il s'est directement dirigé au camp, à la présidence, pour voir M. le Président d'alors, pour lui poser cette question. Et il vous a clairement dit que son intention, c'était d'arrêter Toumba et Marcel. Mais n'eût été le fait que le président l'aurait déconseillé cela, en attendant que la commission internationale ne s'implique, il aurait arrêté Toumba et Marcel. C'est un faux document. Ce document n'est pas sa première production. Et il a été produit déjà lorsque C.C. Raphaël Haba comparaissait. C'est un faux document sur lequel M. Aboubakar Diakité Toumba ne reconnaît pas la signature qui lui est prétendument attribuée. Et c'est un faux document parce que ce document n'est ni référencé. Vous n'avez aucun numéro de référence sur ces documents. En plus, vous n'avez aucune date sur ces documents. C'est un document fabriqué pour les besoins de la cause, pour pouvoir s'en servir aujourd'hui comme moyen de défense contre M. Toumba,
parce qu'il n'y a pas de preuves établissant qu'il a été le commandant du régiment. Et tout le combat de Dadis pour pouvoir se défendre, tout le combat de ses avocats et tout le combat des acolytes de M. Dadis dans cette affaire, je vais parler plus précisément de M. Tcheboro, je vais parler de M. Pivi, c'est comment faire de Toumba le commandant du régiment. Alors, puisqu'il n'y a pas de preuves dans le dossier, il faut à tout prix en fabriquer. D'où ces documents. Bon, et moi, je ne suis pas la justice. S'il y a une décision de justice qui a été prise et au terme de laquelle monsieur comment il s'appelle, Sekouba Konaté, alors n'a pas été renvoyé. Est-ce que moi je peux remettre ça en cause? Respectons au moins les décisions de justice. Voilà, nous sommes avocats. Un avocat a pour obligation de se soumettre aux décisions de justice. Les allégations de M. Aboubakar Diakité et de Tessé Raphaël sont en train de s'écrouler comme un château de cartes. Monsieur Claude Pivi, à travers son interrogatoire à la barre, est parvenu à battre en brèche quelques propos tenus par M. Diakité à l'occasion de sa comparution devant ce tribunal. Il a dit lors de son passage qu'il n'était pas le commandant du régiment et que le capitaine Marcel n'était pas son adjoint. Et le colonel Claude Pivi est venu, n'est-ce pas, soutenir le contraire. Il a bien confirmé que c'est M. Diakité qui dirigeait ce régiment et que le capitaine Marcel en était son adjoint. Et il n'y a qu'à cette barre que ces dénégations-là ont commencé à voir le jour. Sinon, quand vous lisez les procès-verbaux établis tant à l'enquête de police que devant les magistrats instructeurs, il a toujours été reconnu que M. Diakité était le commandant de la sécurité présidentielle et que Marcel en était son adjoint. Mais nous comprenons bien la démarche de M. Diakité. Vous savez, en droit pénal, il n'est pas interdit de mentir pour se défendre. Au tribunal d'apprécier souverainement les faits et d'en tirer toutes les conséquences de droit. M. Diakité, aujourd'hui, ne veut pas assumer ce qu'il a fait au stade et les jours suivants, mais lui-même, dans ses propos, et M. Raphaël, dans ses propos, confondu aux procès-verbaux, confondu même aux déclarations tenues ici à cette barre, prouve à suffisance qu'il en était le commandant et qu'il y était, et il avait même une autorité qui allait au-delà du salon. Nous avons produit au débat une pièce dont on n'en parle pas assez, mais cette pièce avait mis en relief le commandement de M. Toumba sous le régiment. Dans ce document, M. Toumba décidait de l'affectation de 26 sous-officiers nouvellement formés à Siam. Et sur ce document était bien apposée la signature du commandant Toumba en qualité de commandant du régiment. Ça, c'est une vérité connue et il ne pourra pas contester. Il n'est même pas le seul à avoir signé ce document. Il a contre-signé avec deux autres sous-officiers à l'époque des faits qui pourront certainement venir s'expliquer. Donc, à ce jour, la défense du président Moussa Dadis Camara est très sereine. Elle est d'ailleurs confortée davantage par les contre-vérités et les incohérences qui ont dégagé des propos de ceux qui ont tenté de l'incriminer ici à cette barre. Monsieur Dadis Camara attend impatiemment son tour. Il viendra livrer sa part de vérité, la vraie vérité d'ailleurs, et tout le monde entier sera édifié sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Nous, on est réconfortés. Vous savez, ce qui est important dans cette affaire, c'est de convaincre les juges. C'est l'intime conviction des juges qui compte. Je rappelle que nous sommes en matière pénale. Et la preuve aussi, elle est orale en matière pénale. Les témoignages, ce sont des preuves. Nous ne sommes pas en matière civile ici, nous sommes en matière pénale. Et
la preuve orale, elle est admise. En matière pénale, surtout, ce sont les explications entre les parties qui comptent. Aussi, dire qu'un certificat a été établi après les événements, mais c'est tout à fait normal. Nous voyons des crimes qui sont commis après 60 ans, 70 ans. On fait des tests ADN. Donc moi, je crois qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est que la preuve, ce que c'est que le droit. Nous, ce qui allait nous inquiéter, c'est si on avait fait le certificat avant le 28 septembre 2009. Mais on vous dit que le certificat a été établi après les événements. Vous voulez qu'on établisse les certificats avant les événements? Nous voyons en France, partout dans le monde, un crime commis après 30 ans, on déterre le corps, on fait un test ADN. Donc, bel et bien, on peut jusque maintenant là établir les preuves. Donc on fasse beaucoup attention parce que j'ai dit ici c'est une tribune. On est là en train d'informer le public qui ne connaît pas le droit. Je suis désolé quand j'entends dire que non, un certificat est établi après les faits. Mais on établit les preuves, les certificats médicaux après les faits. C'est pas avant. Voilà. Pour le moment, on n'a pas d'attestation de certificat médico-légal qui atteste que Mme Assiatou Ba aurait été violée. Mais il faut replacer le contexte du 28 septembre, où les femmes violées étaient systématiquement traquées dans nos hôpitaux. Est-ce qu'aujourd'hui, devant un tribunal criminel ici, est-ce que même dans la jurisprudence du droit romano-germanique, c'est la production d'un certificat médico-légal qui viendrait ici étayer le viol? Ça peut aller beaucoup plus loin que ça, vu qu'elle a été violée d'ailleurs par plusieurs personnes. Donc moi je ne pense pas que ce soit un argument qui soit favorable. De toute façon, c'est des débats purement juridiques qui vont se faire ici et il va se défendre. Il a le droit de se défendre, mais nous aussi, nous allons nous défendre. Nous allons défendre Mme Assiatou Ba et toutes les autres victimes qui disent qu'elles ont été victimes de viol. Franchement, thèse de complot ou pas thèse de complot, M. Mohamed Walu Keïta était quand même au stade du 28 septembre. Voilà, il ne se rappelle pas du nom des personnes avec lesquelles les unités qui étaient sur place. Il ne se rappelle pas de qui a sensibilisé les manifestants avant de tirer sur les trucs. Bon, il y a quand même tout un contexte où il veut faire de la rétention d'informations. Et donc, c'est clair qu'il ne va pas nous donner suffisamment d'informations sur est-ce qu'il est impliqué dans ce viol ou pas. Moi, je pense que c'est ça exactement la ligne de défense de cette personne, de cet accusé qui a comparu aujourd'hui. Et voilà, il a le droit de se défendre. Mais voilà, on est quand même dans le contexte des événements du 28 septembre, un contexte de répression, de viol, de traque des femmes violées jusque dans les hôpitaux et même des personnes blessées. Et ce n'est d'ailleurs pas une première dans notre pays. Donc je pense que nous allons apporter suffisamment d'éléments pour démontrer ici que les violences sexuelles ne sont pas... C'est pas que les certificats médico-légaux qui prouvent les violences sexuelles. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment de jurisprudence parce que la Guinée n'est quand même pas un pays ex nihilo où la pratique du droit devrait être différente de ce qui se passe ailleurs. Donc moi je pense que nous sommes dans une dynamique où nous allons prouver que ces victimes-là, elles ont subi des traumatismes. Et les traumatismes aujourd'hui sont encore visibles parce que c'est toute leur vie qui est chamboulée. Et l'autre chose, c'est que un monsieur qui comparait devant vous, qui n'est pas capable de dire quels étaient les hommes qui étaient dans son unité, comment ils ont procédé. Est-ce que le commandant a fait de la sensibilisation? Est-ce qu'ils ont fait de la sensibilisation avant de faire usage des bombes lacrymogènes? Qui vous dit qu'ils ont quitté le lieu, le stade en moins de 30 minutes, sachant ce jour-là qu'à 10h, 11h, c'était le chaos au stade du 28 septembre. Moi, j'émets beaucoup de doutes sur les déclarations de cet accusé. Effectivement, il est impliqué non seulement dans le pillage, mais également dans la préparation de plusieurs autres crimes pour lesquels il est renvoyé devant ce tribunal. La démonstration sera faite ultérieurement. Je pense que les dénégations de ces accusés ne changent en rien aux charges qui pèsent sur eux. Donc le fait de nier leur implication dans cette affaire ne peut pas changer grand-chose puisque des preuves concrètes seront apportées. Il y a les témoignages probants de plusieurs parties civiles qui indiquent clairement la participation des uns et des autres dans la commission de ce massacre le 28 septembre 2009. Nous attendons la deuxième phase pour apporter nos preuves et surtout pour faire comparaître les parties civiles qui viendront
conforter notre position à cette audience. C'est sans surprise, nous savons déjà qu'ils se sont lancés dans la dénégation systématique des faits qui leur sont reprochés. Mais encore une fois, nous n'avons aucune crainte quant à la démonstration de leur culpabilité, non seulement par le parquet, mais également par les différentes preuves que nous avons et que nous produirons bientôt. Écoutez, vous savez, chacun est venu avec une stratégie qui consiste pour les uns à donner plus de détails, à dire certaines parties qui sont vérifiables. Pour d'autres, c'est systématiquement nier le tout. Quoi qu'il en soit, il reviendra au parquet de démontrer leur culpabilité et à nous autres d'apporter les preuves que nous avons. Et in fine, le tribunal tranchera. Mais nous n'avons aucune crainte par rapport à la démonstration de tout ce que nous allons alléguer à cette barre. C'est moi-même qui, pour le compte du président Datis hier, j'ai produit des images authentiques qui ont été prises le jour même de la prise du pouvoir. Et je pense qu'on a voulu tout simplement dire que nous sommes les seuls qui ont tout fait pour que le président Dadis vienne au pouvoir. Et justement, dans cet entêtement, on a même produit un document qui ne devrait pas être produit. Un document qui, en lui-même, constituait non seulement un faux, mais au-delà du faux, un document qui était produit pour tromper tout simplement la religion du tribunal criminel. Vous l'avez constaté que nous avons produit plusieurs documents en indiquant où les réunions se tenaient, quels sont les gens qui étaient là, qui étaient à la porte. Nulle part il y avait Toumba, Toumba ne pouvait même pas y être. On a tout simplement voulu comprendre qu'il avait joué un rôle. C'est justement pourquoi dans cet entêtement-là, ils sont venus produire une photo, mais totalement grotesque. C'était devant vous que l'on a montré en quoi il n'était pas une photo prise le jour même de la prise du pouvoir. À la prise du pouvoir, M. Toumba était sergent. Or, le grade qu'il porte sur la photo produite par lui-même, c'est un grade de lieutenant. À la prise du pouvoir, M. Claude Pivy était sous-lieutenant. Or, le grade qu'il porte sur ses épaules, sur cette photo, c'est bien le grade de capitaine. À la prise du pouvoir, le général Konaté n'était pas général, il était lieutenant-colonel. Mais lorsque vous voyez sur la photo, il est général de brigade, c'est-à-dire une étoile. Cela indique tout simplement que cette photo a été prise après plusieurs jours, plusieurs mois même peut-être, après la prise du pouvoir. Donc il ne pouvait pas y avoir autrement. Et d'ailleurs sur la photo vous trouvez Makambo. Mais Makambo était à la porte du camp Alpha Yaya Diallo. Makambo a déjà reçu certaines personnes. Et Makambo a clairement indiqué, plutôt le ministre Diaby a clairement indiqué que Makambo lui avait fait comprendre quand il était à la porte que si vous ne prenez pas ce pouvoir avec vos amis, nous vous tuerons. Et à partir de là, Makambo ne pouvait pas être aussi à la porte et à la prise du pouvoir. Or, la photo qui est produite par M. Toumba et ses avocats sont une photo sur laquelle on trouve Makambo. En réalité, ce n'est que Dieu, quelque part, qui les punit. Lorsqu'on a basé sa stratégie de défense sur la manipulation, sur les contre-vérités, sur le mensonge, lorsqu'on a pensé que ce sont de gros mots de l'ancien temps qui font un procès, on est amené à commettre des erreurs d'enfants, des erreurs de débutants. Et les erreurs qui ont été commises aujourd'hui par les avocats de Toumba sont des erreurs d'avocats qui commencent. Alors même qu'à l'audience, il voulait vous faire comprendre que d'autres avocats n'étaient peut-être pas plus expérimentés. Il n'a pas en sa possession d'éléments suffisants, d'éléments pertinents pour pouvoir charger notre client. Voilà. Et lui-même, vous comprendrez tout à l'heure, à travers le contre-interrogatoire qu'on va être amené à conduire à son encontre, vous comprendrez qu'il est en train d'aller dans tous les sens et vous comprendrez qu'il est en train de masquer la vérité dans cette affaire. Or, nous avons tous besoin de savoir la vérité. C'est d'ailleurs la raison d'être des uns et des autres, parce que c'est seulement à la lumière de cette vérité que ce tribunal criminel pourra en toute sérénité, pourra en toute indépendance entreprendre une décision de justice. La Providence a voulu que Toumba soit en vie et je crois que je dois saluer vraiment le tribunal pour sa sagacité, sa dextérité, pour
sa sage expérience des affaires, la maîtrise des dossiers, qui a voulu que Toumba passe en premier lieu pour enfin contrebalancer toutes les accusations, toutes les velléités, les tentatives de dénégation qui ne prospèrent pas. Nous voyons le ballottage qui est en train de sévir. Le navire est en train de chavirer. Il lâche même des avocats, mais aussi les accusés sont perdus. Et nous voyons même qu'il y a des avocats qui accusent qui arrachent des aveux à leurs accusés, à leurs clients, pardon. Hier, nous avons parlé que le ministère de Kéboro n'avait pas prospéré, que c'était une honte pour la République. Aujourd'hui, l'avocat l'a fait arracher, son propre avocat l'a fait arracher l'aveu comme celui qui était là comme ministre sans portefeuille. Alors, il a engrangé des avoirs de l'État, les avantages dus à son rang. C'est-à-dire qu'il s'est abreuvé du contribuable guinéen et qu'il est passible de la Cour de répression des infractions criminelles. Alors, les questions qui lui sont posées à ce jour ne lui concernent pas, ne concernent que des renseignements relatifs à Dadis dans le but de préparer son intervention. Il s'agit d'un homme qui ne devait vraiment pas être aux affaires, nous le plaignons réellement. C'est un faiseur de roi, certes, mais ce n'est pas lui qui a fait Dadis. Il se vante d'avoir participé, d'avoir octroyé le pouvoir, mais les circonstances dans lesquelles il décrit sont contraires à la réalité. C'est bien Toumba. Voici donc un homme, les gens tuent les serpents avec ses mains à lui. Nous avons réservé beaucoup de questions parce qu'elles seraient indiscrètes et permettraient d'armer Dadis quand celui-ci comparaîtrait. Mais il sera prouvé qu'il y a beaucoup d'atrocités qui ont été commises dans le passé ici. C'est bien dû à Dadis. Lui, Kéboro même, pardon, Pivi, qui se fait passer pour un homme qui aurait prouvé au président Lansana Conté sa fidélité, nous prouverons la corruption à laquelle il a été soumise. L'affaire de bulletin rouge. Alors pourquoi l'action a échoué? Comment il a trahi ses confrères, ses compères, lui qui se fait passer pour le portefeuille de l'armée? Nous sommes réservés de dire que cet homme a été celui-là qui a déversé le sang, qui a terrorisé la population, qui a galvanisé la tyrannie dans ce pays et qui n'a pas épargné même la police, même dans le grenier, c'est-à-dire dans le plafond. Alors, il ne sévit que dans le mal. Je crois que le confrère Maître Lansana a parlé de son fils qui est un coupeur de route, qui est condamné et qu'il a régné publiquement. C'est un procès qui fait la honte de la République, en tout cas de ce régime en son temps, et que Dadis n'avait pas intérêt à le braver. Il ne devait que venir faire des confessions et se présenter comme un bon soldat qui a perdu munitions et hommes dans le terrain de combat, parce que l'artillerie lourde, Toumba nous donnera de la dégager et nous le ferons. Nous avons vu un ancien ministre de la Santé qui est en train de fuir ses responsabilités. Un ministre à l'époque qui était responsable de la santé et de l'hygiène publique, qui devrait s'occuper des blessés et des différents corps,
qui ne connaissait absolument rien, qui n'avait rien appris, qui n'avait effectué aucun déplacement, ni envers les blessés, ni envers les femmes violées, ni envers les leaders politiques blessés. Quelqu'un qui n'a pas voulu coopérer avec la Croix-Rouge nationale et internationale, alors que c'est cette Croix-Rouge qui a ramassé les corps, les différents corps pour les acheminer au niveau des morgues. Je pense que la partie civile a été vraiment très désolée de voir un tel ministre à la barre qui a fui ses responsabilités. Toutes les parties civiles qui ont fait des dépositions et qui ont des articulations contre lui sont prêtes aujourd'hui à comparaître et à être confrontées contre lui aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau.